Toute notre histoire commence en 1596. Un navigateur, du nom de Willem Barents, se lance dans une nouvelle expédition. Malgré ses échecs précédents, il est déterminé à ouvrir une nouvelle voie maritime reliant l'Europe à la Chine par les eaux du Grand Nord. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était ce qu'il découvrirait sur son chemin. Une première île qui sera baptisée Bjørnøya, l'île aux ours. Puis, 2 semaines plus tard, à quelques centaines de kilomètres plus au nord, ils accostèrent sur une île vêtue de montagnes pointues qu'ils appelèrent Spitsbergen. Et c'est sur cette île qu'on va se rendre pour y passer 6 mois dans son archipel, en plein cœur du cercle polaire arctique. Laissez-moi vous raconter nos rencontres et notre parcours en quête d'expédition et des sommets du Svalbard. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de cours. On a vraiment hâte, mais on sait pas trop ce qui nous attend. On restera en tout 6 mois en échange à l'université du Svalbard pour de la recherche dans les milieux polaires. Mais avant de surtout raconter nos aventures en dehors de l'UNIS, commençons par le début, notre intégration. Des questions ? Je pense qu'on s'en posait tous. Comment s'extirper de la rupture de la banquise ? On a commencé notre première vraie journée par un des entraînements pour survivre en cas d'imprévu. Et on s'est vite rendu compte de la dangerosité de l'eau gelée, qu'on confrontera vraiment fréquemment ici. Et ça, c'est sans prendre en compte que quelque chose peut s'y dissimuler. Au départ, on pensait que cette formation c'était qu'une formalité, une mesure de précaution. Mais très vite, on a compris que l'environnement ici est bien plus hostile que ce qu'on imaginait. Et ça nous a fait drôle. Le jour suivant, la formation était sur comment réagir face à la présence d'un ours polaire. On dit en anglais « If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night ». S'il y a bien un animal sur lequel on n'a pas de contrôle en cas de sortie, c'est bien l'ours polaire. On nous a appris comment réagir dans chaque cas de figure si on est remarqué. S'il est loin, s'il approche et s'il nous attaque. Puis on a mis ça en pratique, d'abord en passant un permis de port d'armes. Puis les instructeurs nous ont planifié une expédition où, sans qu'on le sache, on risquait d'avoir quelques rencontres sur le chemin. Voilà déjà 10 jours intenses d'entraînement, rythmés par d'autres formations sur les crevasses, les avalanches, les campements d'urgence, premiers soins, la navigation, avec à chaque fois une mise en pratique. Et on commence alors tout juste à découvrir la ville, Longyearbyen et ses alentours. Le jour, il fait nuit. 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 Nuit, 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 nuit. Bon, je crois qu'on a compris. Jusqu'à un matin, on a vu ça. Et là, on s'est rendu compte qu'on était en réalité entouré de montagnes. Parce que jusqu'à présent, on n'avait rien vu au-delà de la ville, limité par la nuit constante. On a d'ailleurs cru ce jour-là qu'il marquerait la fin de la nuit polaire. Mais après plusieurs recherches, il s'avérait qu'on a assisté à un phénomène rare, dernièrement observé avec une telle intensité en décembre 2002. Bon, après avoir mitraillé le paysage de photos, on s'est dit qu'il fallait en voir plus, qu'on aille donc plus loin. Alors on s'est rappelé de ce qu'on avait appris les semaines précédentes et on a planifié notre première expédition. Je sais pas si on voit beaucoup, mais on est sur la route du retour, il y a eu quelques petits problèmes, je pense que je vais expliquer derrière la caméra. Vous savez, c'est bien couché. Ouais, on est sorti de la zone de la mort là. À quelques kilomètres de la ville, on avait entendu parler de grottes glacées dissimulées dans les glaciers des environs. Nous voici sur notre premier glacier, Longyearbyen.
Et en quelques semaines, le ciel est passé de noir à un gris plus clair pendant quelques heures durant la journée. On suit le parcours qu'on avait tracé à l'avance pour éviter les nombreuses crevasses, tout en sondant fréquemment le sol quand on se rapprochait des zones critiques. Mais une fois arrivé, on a vite dû se mettre au boulot, rejoint par d'autres plus tard dans l'après-midi. La grotte était entièrement ensevelie sous une avalanche tombée la veille. Et après quelques heures, les premiers abandons ont commencé à arriver. Ce jour-là, on a eu droit à une belle vue pendant notre tour de garde contre les ours polaires, mais pas la moindre visite dans la grotte. Ce n'était pas pour cette fois. Mais on finira par atteindre notre objectif, et même bien au-delà de ce que l'on aurait imaginé. Alors on est rentré à la ville, on a profité du confort et de son ambiance, puis on s'est mis à planifier d'autres sorties en février pour gagner en expérience. Arrive au milieu d'une barre. On est le 24 février et le soleil est de plus en plus haut dans le ciel. Le jour approche. Et ça, à la nuit constante, c'est pas quelque chose de forcément évident. Alors laissez-moi vous rappeler un peu de contexte. Tout au long de l'année, la Terre orbite autour du soleil. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle tourne sur elle-même avec une légère inclinaison par rapport à la verticale de son orbite. À cause de ça, le pôle Nord est exposé au soleil pendant une moitié de l'année, et pendant l'autre moitié, il reçoit moins de lumière. Nous, on est arrivé le 6 janvier, donc en plein milieu de l'hiver. Et ça, c'était ce qu'on voyait à midi la première semaine. Aujourd'hui, on est le 8 mars, et c'est un jour spécial qu'on célèbre ici, car pour la première fois, on va revoir le soleil depuis la ville. Nå det dags for forhåpentligvis første sol her i So good. Oh, monsieur, my eyes are burning. Les champs ont porté leurs fruits. Et nous voilà maintenant sur le chemin pour assister à un événement fort attendu aujourd'hui. Le concours de luge. Qui dit soleil, dit maintenant plus de visibilité, et donc moins de fatigue quant à notre vigilance en sortie. Vous l'aurez compris, il est temps d'aller plus loin, et pour plus longtemps. Maintenant qu'on a nos propres motoneiges, on a pu prendre notre revanche sur les grottes glacées. On peut en trouver grâce à leur balisage et aux bouches à oreilles, qu'elles soient dans les glaciers des environs ou bien sur notre trajet quand on voyage plus loin. Et chaque grotte est unique. La première fois, ça nous a fait drôle. On passe de moins 20 degrés sous un vent fort dehors à un calme absolu, sous seulement environ moins 5 degrés.
La taille de ces grottes peut varier beaucoup, mais on ne pensait pas visiter des cavités aussi grandes. On parle de quasiment 2 heures de marche la première fois pour atteindre le bout de notre première grotte. Nous voici dans ce qu'on appelle la cathédrale d'une des grottes qu'on a visitées. On peut remarquer les différentes couches qui se sont effondrées avec le temps, à cause du mouvement des glaciers, de la fonte et de la pression de la glace. Et plus on avance, plus on doit parfois se faufiler pour atteindre de nouvelles zones. Good morning, sleepyheads. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui aurait voulu dormir plus longtemps. Mais vous comprendrez. Oh non. Nous voilà partis pour notre première longue expédition. L'objectif, Ishard Radio. Une station radio située plus au sud, utilisée pour communiquer entre le pôle Nord et le continent. On fera quelques petits détours, entre autres par Barentsburg, deuxième ville la plus habitée de l'île comptant 350 habitants, une grotte glacée, quelques beaux spots, puis un glacier, Fridtjof-Breen, nous faisant faire une boucle totale d'environ 300 km sur 2 jours. Au bout de 50 km, on a eu quelques surprises. La croche en métal de notre luge avec toutes les affaires à casser et l'une de nos 3 motoneiges ne démarrait plus. Bon, je vous avoue qu'on a un peu hésité à rebrousser chemin. Mais après avoir dérouillé le démarreur et rafistolé la luge, nous voilà finalement repartis avec juste un peu de retard. Show me love. It's got your hand on a button now. Showing off. It's got your hand on a button now. Smell the sea, it's so nice. A bit geek. That was good. Il est 4h du matin et je ne dors pas car c'est mon tour de garde. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on est en dehors de la ville, on doit toujours avoir quelqu'un d'armé dans un groupe pour le protéger des ours polaires. Lorsqu'on campe, on fait donc des rotations où quelqu'un reste éveillé. Et de 3h à 4h30, c'est mon tour. Ça pique un peu, mais comme il fait jour, on s'y fait. J'en profite pour capturer quelques photos avec mon téléphone et j'observe le calme constant qui nous entoure. La nuit est passée et on se retrouve ensemble pour le petit déjeuner. Au menu de ce matin, hop pétard, une bonne casserole de porridge avec des fruits et des cookies pour se mettre en forme. Et ça en a réveillé plus d'un. Les premiers renards arctiques que j'ai rencontrés vagabondaient autour de Barentsburg. Discrets, ils sont habituellement difficiles à trouver. Mais ceux du coin n'ont pas l'air timides, ce qui n'est pas forcément bon signe car ils dépendent donc des Russes qui habitent ici et de leurs ordures. 10h, nous voilà arrivés dans la ville.
Barentsburg, c'est la seule ville russe encore en vie sur l'archipel. Elle fut fondée en 1916 et depuis, elle est toujours habitée par quelques Russes et Ukrainiens pour exploiter le charbon de la mine du coin. On remarque très vite l'ambiance soviétique dans l'endroit, de par ses bâtiments, épiceries où il faut payer en roubles et les nombreux écriteaux vantant le travail pour la patrie. 13h. On quitte la ville pour commencer à se rapprocher de notre dernière étape, le glacier Fridtjovbreen. Aucun ours à l'horizon, on contemple les parties des fjords qui n'ont pas gelé, et on finit par se poser pour le déjeuner, non loin du glacier qui se jette en face de nous dans la mer gelée. Cette première expédition sur 2 jours aura été un succès. On sera allé en tout 2 fois à Ishfjordradio et plus pour retourner vagabonder autour de certains endroits comme Barentsburg. La fin aura été technique, entre autres à cause de la luge qui aura cédé sur une toute dernière montée pentue d'un glacier, mais on arrivera finalement à rentrer et sans rien sacrifier. Et maintenant, il nous restait une expédition qu'on avait planifiée depuis le tout début et pour laquelle on se préparait par nos autres sorties. Aller à Pyramidon. À la différence de Barentsburg, Pyramidon, c'est maintenant une ville fantôme, abandonnée et figée dans le temps. C'était le campement soviétique le plus actif pour l'extraction du charbon, et maintenant, seuls 6 gardiens l'occupent pendant l'été. Le trajet pour y aller est cette fois-ci bien plus technique. On va devoir traverser une première fois la mer gelée par le fjord Tempefjorden, traverser successivement 3 glaciers, puis traverser à nouveau la mer par Bilafjorden. Pour préparer cette expédition, on va devoir s'assurer que la glace de la mer est suffisamment épaisse pour pouvoir la traverser. Pour ça, on s'est aidé des images satellitaires sur les dernières saisons, tout comme pour les glaciers. Parce qu'avec le réchauffement récent, ils fondent, avec chaque année de nouvelles crevasses jusqu'alors indétectées qui apparaissent. Petite pause. Avec le thé, Jean qui vérifie je sais pas quoi. Il dégivre son sirop chaud. On va traverser, objectif, on traverse la mer là. On va en face. Après on va aller sur un glacier. Puis un deuxième, ça va être la partie technique. Puis après on va cross une dernière fois la Sea Ice pour atteindre Pyramidon qui est derrière encore. Voilà. Laissez-moi capturer un moment de bonheur. Bien joué. Oh, de glace. Bien joué. Let's go. Ah, c'est du boulot. Là, c'est de la glace. Là, continent. Là continent. Là, plus continent. Là plus continent. Ok, bon on va mesurer la profondeur pour voir si on meurt ou pas. Lorsqu'on traverse la mer, on doit fréquemment vérifier que la glace est suffisamment épaisse, d'où nos nombreux arrêts. Pourtant, il y en a un qu'on n'avait pas prévu. Le moteur d'une de nos motoneiges a commencé à faire des siennes en nous envoyant une belle odeur de cramé et de la fumée. Nous voilà bloqués, en plein milieu de la mer et pour une durée qu'on ignore. On ouvre le moteur et on découvre qu'une pièce en plastique et de la mousse sont complètement fondues. En parallèle, le temps de remettre ça en place, la chenille et les roues ont eu le temps de geler entièrement avec la glace. On dégèle le tout à coups de marteau en ayant retourné la motoneige, et 2 heures plus tard, nous voilà repartis. S'il y a des tracks sur le côté qui suivent ma track, faut y aller. C'est là que j'ai fait hier. Sinon, c'est qu'il faut suivre le bol. À Pyramidon, il y a un petit hôtel pour accueillir les touristes qui viennent avec des guides. On a décidé d'y réserver une nuit plutôt que de camper pour nous reposer.
Et vous verrez qu'on a bien fait. On est prêt à partir, fusil sur l'épaule. Vous le savez maintenant, interdiction d'aller en dehors d'une ville sans être armé. Ici, c'est une ville fantôme, donc abandonnée. Mais étant sur un territoire russe, on a préféré demander, et ils avaient l'air de désapprouver qu'on sorte avec un fusil prêt à tirer. Bon, je vous avoue qu'on a été un peu surpris. 23h. Ça fait 1h30 qu'on visite les environs. On hésite à aller plus loin, mais l'un d'entre nous se dit fatigué, donc on rebrousse chemin. 23h50. On éteint les lumières et quelques minutes plus tard, alors qu'on s'endormait, j'entends Jean qui bourrine à la porte. Donc je me lève et par la fenêtre... Non, attendez, poussez-vous. Putain, attends. Ça, c'était nos images. Mais ce que les gens ont retenu, c'est plutôt ça. Ça a fait pas mal les news sur les réseaux. Et la triste vérité, c'est que cet ours, il était là pour ça. Imaginez la puissance que ça a. Il pousse la sledge avec une patte, une seule patte. Mais qui est le con qui a laissé ses donuts dans son truc? En train de fumer sa clope à genre 50 mètres d'un putain d'ours, mais... Ce qui s'est passé en vrai, c'est pas trop ce qu'on raconte. Et je pense qu'à l'hôtel, ils le savent. Beaucoup de détails qui auraient nui à leur réputation et à celle de certains guides sont dissimulés dans les publications. D'un côté, on parle du héros qui s'est sacrifié pour sauver tout le monde, et de l'autre côté, le nounours qui a mangé tous les chocs à pic des touristes oubliés dehors. Et voir ses réactions et cette ignorance en direct à l'hôtel, nous, ça nous a beaucoup attristés. Alors voilà, désolé, je vous vends pas de rêve, mais chacun joue un rôle. On a tous un impact sur notre entourage, et trop souvent, il est bien plus grand que ce que l'on croit. Et c'est ce qu'on a vu ce soir-là. Le lendemain, à 7h, on a mangé un coup, on a fait le plein, préparé le traîneau, et on est reparti en décuplant notre vigilance, parce que personne ne savait où l'ours était. Sur la route plus loin, on a croisé des traces de pattes d'ours, et on s'est bien débrouillé pour ne pas les suivre. On gardera en tête celle-ci, retrouvée à quelques pas de l'hôtel. On est décoincé, on a survécu, c'est bon.